Je vous remercie à nouveau de cette opportunité d'animer cette table avec le professeur Alexandre Brun. Euh, Vraiment, le titre de cette conférence est instigant et alarmant. Ressources en eau, la France bientôt à sec. C'est une question qui nous alarme et qui nous fait réfléchir, surtout parce que la France est souvent considérée comme l'un des principaux réservoirs d'eau en Europe. Cependant, cette affirmation mérite une analyse plus approfondie. Regardons par exemple quelques chiffres clés. Plus de 72% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, mais seulement moins de 3% de cette eau est douce, dont moins de 1% correspond aux eaux souterraines et de surface que les sociétés humaines peuvent exploiter. La situation apparaît sur un champ totalement différent, surtout si on se rappelle que parmi ces eaux douces exploitables, 70% sont déjà utilisées par l'agriculture, 20% par les industries et les services et 10% finalement à des fins domestiques. Dans ce contexte de sécheresse, inondations, étés caniculaires qui deviennent de plus en plus fréquentes, quelle stratégie devrions-nous adopter pour préserver notre ressource en eau? Devrions-nous mettre l'accent sur la technologie ou plutôt tirer parti des capacités éternelles, d'adaptation de la nature? Nous avons le privilège de bénéficier de l'expertise du professeur Alexandre Brun, spécialiste des politiques de l'eau et enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry, pour éclairer ces questions. Je présente brièvement, si vous me le permettez, le professeur Brun, qui est maître de conférences avec habilitation à diriger des recherches et responsable du master projet au sein du département géographie et aménagement de l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Il est également membre du laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier, l'AGAM, membre du centre UNESCO ICIRE-WORS de l'université de Montpellier et membre associé de l'Institut en environnement, développement et société de l'université Laval au Québec. Si vous me permettez, je vous lance la première question, professeur. C'est vrai que la consommation augmente à grande vitesse. Notre consommation d'eau augmente chaque année et, comme vous le savez très bien, on ne crée pas d'eau. On ne peut pas la créer. Nos réserves sont-elles menacées avec l'augmentation de la population ou ça est trop alarmiste? Quel est votre avis et qui est le principal responsable de cette augmentation de la consommation d'eau? Bien, d'abord, je vous remercie toutes et tous d'être présents ici ce soir. Je trouve que c'est un exploit après une pareille journée chaude et très remplie pour quelques-uns de mes étudiants. Et je sais, pour être de temps en temps à votre place, que c'est pas commode d'écouter quelqu'un pendant 1 heure ou 2 comme ça en début de soirée. Donc, on va essayer d'être, comment dirais-je, le moins professoral possible et puis peut-être vous laisser la parole le plus rapidement possible. Est-ce que la consommation d'eau augmente en France? Non. Non. Les Français consomment moins d'eau. On parle d'eau potable, c'est-à-dire d'eau étant passée par le processus de potabilisation, c'est-à-dire une eau brute, qu'il s'agisse d'une eau de surface ou d'une eau souterraine, qui a été potabilisée et dont les ménages ou les entreprises ont accès. Alors, l'eau potable, elle est moins sollicitée aujourd'hui par les ménages. On voit un lissage progressif. Donc, les ménages sont de bons élèves d'une certaine manière parce qu'il y a un effort qui est entrepris par chacun de nous individuellement. Vu que je ne vais pas avoir l'occasion de vous donner beaucoup de bonnes nouvelles, je trouve que ça, c'est quand même pas mal d'expliquer que finalement, la sensibilisation du public paye
et qu'on fait tous des efforts. On fait tous des efforts avec un mitigeur adapté, parce que les chasses d'eau sont un peu plus économes qu'autrefois, etc. Il y a aussi un tout petit peu la peur du gendarme, en particulier lorsqu'il y a des restrictions d'utilisation d'eau. C'est vrai que se retrouver le soir à remettre de l'eau potable dans sa piscine quand il y a un arrêté, bon, on a l'impression d'être un peu un bandit. Voilà, alors on le fait, mais alors peut-être petitement. En revanche, il y a de nombreux pays du monde qui voient leur consommation augmenter, et il se trouve que les presque 70 millions de Français aujourd'hui pèsent peu dans la balance mondiale, et à l'évidence, les ménages chinois consomment plus d'eau qu'ils n'en ont jamais consommé. C'est vrai également pour l'Inde. C'est vrai aussi pour les États-Unis, qui restent les champions du monde de la consommation d'eau. Bon, il ne faut pas s'arrêter à ces chiffres donc. Et puis, finalement, je reviendrai aussi sur la présentation que vous avez faite. Bon, vous avez tous compris qu'il y a finalement beaucoup d'eau sur la planète, mais que l'immense majorité de cette eau, elle est salée. Et pour le peu d'eau douce dont on dispose, elle est présente soit sous la forme gazeuse, soit sous la forme de glace, de moins en moins, et puis sous la forme d'eau susceptible d'être exploitée. Cette eau susceptible d'être exploitée, elle est parfois très abondante. C'est le cas au Canada. Moi, je vais très souvent au Québec. J'ai vraiment plaisir à y aller. Et puis, il y a ces paysages absolument extraordinaires. Je connais aussi très bien la Scandinavie. Il y a de l'eau partout. Au Québec, l'eau est abondante, mais pour autant, elle est polluée. En fait, le degré de pollution est proportionnel à la concentration des hommes et des activités dans l'espace. C'est-à-dire, le Québec habité, c'est grosso modo l'axe laurentien. On part des Grands Lacs, on va jusqu'à l'exutoire du golfe du Saint-Laurent. Finalement, cette plaine du Saint-Laurent, elle est très habitée et l'eau est très présente, mais elle est très polluée par les pollutions d'origine agricole, en Montérégie par exemple, par les pollutions d'origine industrielle et puis aussi par les pollutions d'origine domestique. Donc, finalement, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'eau qui compte, c'est de savoir si cette eau, elle est disponible, si, quand elle est disponible, elle est polluée ou pas, et si on sait la dépolluer. Et ça, c'est une grande spécialité française. C'est un peu l'histoire de l'ingénierie française, l'âge d'or, finalement, les années 60 jusqu'aux années 2000, où, finalement, nos grandes entreprises, c'est celles qui savaient laver l'eau. On lave super bien l'eau. On arrive à faire d'une eau sale une eau propre et à vous l'amener au robinet. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a des résidus de médicaments qu'on a du mal à traiter. Des molécules qui font des petites les unes avec les autres et finalement, on ne sait pas très bien traiter ça. Il y a aussi le processus accumulatif de l'utilisation massive de produits phytosanitaires, essentiellement par l'agriculture, depuis que la politique agricole est ce qu'elle est, c'est-à-dire depuis le début des années 60. D'ailleurs, Edgar Pisani est le premier à avoir dit combien la mise en place de la PAC avait été un extraordinaire outil parce qu'une région comme la Bretagne est devenue exportatrice de produits agroalimentaires, alors que 30 ans plus tôt, elle était quasi médiévale, cette agriculture. Bon, c'est pas par hasard, c'est le résultat de remembrement, c'est le résultat d'utilisation massive de produits phytosanitaires, et aujourd'hui, ça pèse très très lourd sur la scène environnementale en Bretagne, de l'amont à l'aval. Quand je dis l'aval, je pense évidemment aux algues vertes, c'est à la fois les produits phytosanitaires, mais aussi les déjections animales, le lisier, les cochons, mais aussi les bovins. Mais professeur, on va revenir sur la pollution de l'eau. Cependant, je dois revenir sur le point que vous venez de dire qui m'a laissé très intrigué. On ne consomme pas plus d'eau, c'est ça? Et on n'a pas augmenté notre consommation. Par contre, par exemple, je passais mes vacances au sud de l'Aveyron. Millau, 47 degrés.
Et il y a l'agriculture, bien sûr, et l'irrigation a augmenté énormément. Et on ne peut pas dire vraiment qu'on a augmenté la consommation d'eau, et spécialement quand on parle des sécheresses, de la canicule. Ça, c'est juste un aléa temporaire. On ne doit pas s'alarmer. On ne va pas être bientôt à sec. Vous confirmez ça? Alors, quand je dis qu'on ne consomme pas moins d'eau aujourd'hui qu'hier, je parle des ménages. D'accord. L'agriculture consomme plus d'eau. En fait, l'agriculture, ben, toute la difficulté quand on parle de la flotte, c'est d'être honnête et surtout de remettre les choses dans leur contexte. En 1946, au sortir de la guerre, ma grand-mère, qui réside à Paris, dans le 18e arrondissement, elle a toujours des bons, des tickets de rationnement. 1946, la fin, c'est 47-48. On a besoin absolument d'avoir ce qu'on appelle, à l'époque déjà, au temps du gouvernement provisoire de la République française, l'indépendance agroalimentaire. Il y a plusieurs choses que refuse le général de Gaulle. Il refuse que les Américains restent trop longtemps chez nous. Il souhaite l'autonomie énergétique et il impose aux agriculteurs une extraordinaire restructuration. On va passer d'1,5 million exploitations agricoles dans l'immédiate après-guerre à aujourd'hui, 350 000, 380 000 exploitations agricoles. En fait, les pouvoirs publics ont restructuré la filière agricole comme on a restructuré quelques années plus tard Renault ou Usinor Cecilor. Et le prix de la modernisation de l'agriculture, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le remembrement. C'est ensuite, je l'ai dit, l'utilisation de produits phytosanitaires. On est le deuxième consommateur mondial de produits phytosanitaires derrière les États-Unis. Les États-Unis, ça doit être 9 millions de kilomètres carrés. Nous, c'est 550 000 kilomètres carrés. Waouh! Et puis, c'est le drainage des parcelles agricoles. Et parfois, sur des parcelles qui y sont drainées, le développement de l'irrigation agricole. Rendez-vous compte. Reste que le résultat est là. La France va devenir exportatrice et la France va devenir une grande puissance agroalimentaire. Finalement, il nous reste deux trucs à exporter, des Airbus d'un côté et des produits agroalimentaires de l'autre. Peut-être qu'on va exporter à nouveau des armes, massivement. On n'en est pas là. Il va falloir peut-être remettre en marche nos industries de Saint-Étienne, de Tarbes ou d'ailleurs. Tout ça pour vous dire que, évidemment, l'agriculture, elle s'est modernisée au prix, du sacrifice des agriculteurs comme le sacrifice des mineurs. C'est exactement la même chose. Et puis, il y a un prix environnemental à payer. Et le prix, aujourd'hui, la Bretagne le paye cash. Parce qu'il n'y a pas que le problème des algues vertes. C'est un socle, c'est le massif armoricain. L'eau potable de la Bretagne, il vient des eaux de surface. Il vient du Trieux, du Gouette, du Léguerre, du Scorff, de l'Élé, de l'Élorne. Et sous ces cours d'eau, on va pomper dedans, potabiliser et distribuer l'eau. Sauf que, encore une fois, nos grands laveurs d'eau disent, à un moment donné, on ne va plus y arriver. C'est trop compliqué pour nous. Ça va devenir trop cher. Il y a même des géants du traitement de l'eau qui se sont tournés contre l'État et qui ont gagné. L'État ayant à tout le moins une responsabilité dans la protection des nappes et des rivières les plus stratégiques destinées à l'eau potable. Donc, il y a toujours un dessous des cartes. C'est que quand on prend un peu de profondeur de champ, on comprend la création de la FDS, de la FNSEA en 1946. On comprend la modernisation de l'agriculture. On comprend le rôle des jeunesses catholiques agricoles à vouloir à tout prix oublier une espèce d'époque médiévale et à faire rentrer la Bretagne dans l'époque moderne. On comprend aussi que les grands céréaliers du bassin parisien aient utilisé massivement des produits phytosanitaires. Tout ça, on le comprend. La question maintenant, c'est on paye ça très chèrement. La nappe de Beauce est menacée. La Brie est dans une situation compliquée. Les eaux souterraines du plateau Picard sont dans un état désastreux.
Je ne vous parle pas du bassin sédimentaire d'Aquitaine. Et puis, on peut arriver en Occitanie et se pencher sur le résultat d'une arboriculture intensive, etc. Donc, c'est partout compliqué. Et l'irrigation, effectivement, augmente de façon exponentielle depuis le milieu des années 60, c'est-à-dire la mise en place de la politique agricole commune. Je vous remercie, professeur Brun, pour ce contexte historique qui est tellement important pour comprendre les racines du problème, en nous rappelant que l'agriculture consomme 70% des eaux exploitables. Et alors, vous venez de mentionner la région d'Occitanie. L'agriculture a eu des conséquences néfastes très préoccupantes et on attend toujours les pluies de l'automne, n'est-ce pas? Par contre, ces pluies, quelquefois, ce sont des précipitations excessivement violentes. Ce sont des pluies qui peuvent provoquer un ruissellement sans recharge des nappes phréatiques. Et alors, elles peuvent entraîner des inondations. Vous travaillez avec les inondations. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ça? Cette sécheresse, c'est en même temps des inondations dévastatrices qui coûtent des vies humaines. Qui est le responsable de mieux nous préparer? On peut dire, oui, l'État, mais qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est la gestion des extrêmes hydrologiques, c'est-à-dire les périodes durant lesquelles les cours d'eau sont à l'étiage et à l'inverse, les périodes durant lesquelles les cours d'eau sortent de façon soudaine et spectaculaire de leur lit. C'est très fréquemment le cas dans le bassin méditerranéen, avec des épisodes qu'on dit cévenols dans d'autres régions et méditerranéens quand on va du côté des Alpes-Maritimes, par exemple. À l'évidence, le réchauffement de la mer Méditerranée, le réchauffement très progressif de la mer Méditerranée, je ne sais pas si vous êtes baigné au cours des 15 derniers jours du côté de la Grande Motte ou Carnon, mais elle était encore très très bonne, hein, elle était à 25, 26. Waouh, c'est super pour nous. Mais évidemment, ces éléments vont sans doute modifier. Dans quelle mesure exactement, on n'en sait rien. D'ailleurs, personne n'en sait rien, mais ils vont modifier l'intensité, la fréquence, les périodes de précipitations qui sont des précipitations pluvio-orageuses, souvent très localisées, c'est-à-dire très circonscrites dans l'espace. Ça a été le cas, si ma mémoire est bonne, voici une douzaine de jours à Lunas, sur le Gravezon, un affluent rive gauche de l'Orbe. Ça a été le cas également du côté de Saint-Martin-de-Londres. Et c'est intéressant parce qu'à Lunas, c'est bien une inondation par débordement de cours d'eau, parce que le bassin versant, c'est-à-dire l'air drainé par un cours d'eau dont l'exutoire est la mer, en l'occurrence, c'est le bassin versant de l'Orbe, finalement, il va capter ces eaux, il ne va pas les stocker, et le niveau de l'eau va monter de façon soudaine. Bon, chacun connaît les vidourlades, les lézades, et puis les débordements soudains et parfois meurtriers de l'Orbe, de l'Hérault, de l'Aude, et aussi du côté du Tech et de la Tête. Alors, c'est très très difficile à maîtriser. La seule chose qu'on peut dire en qualité de géographe, c'est qu'évidemment, notre société se fout elle-même dans la panade, puisque ça fait des décennies qu'au titre non pas de l'agriculture cette fois, mais qu'au titre de ce qu'on appelle le développement des territoires, c'est-à-dire la multiplication des infrastructures linéaires, routières, autoroutières, ferroviaires ou que sais-je encore, la multiplication des plateformes logistiques pour alimenter vos zones commerciales, et puis évidemment la réponse à la pénurie de logements, sont urbanisées des zones qui jadis ne l'étaient pas. Elles ne l'étaient pas pour une raison simple, c'est que de mémoire d'homme, on savait qu'il ne fallait pas construire dans des zones d'aléas forts ou très forts. Et ça a finalement été fait. Alors on s'est plus ou moins abrité derrière les digues. On a vu en 2010 avec l'épisode de Xynthia combien on est finalement peu à l'abri derrière des digues. Et donc finalement, c'est notre société qui veut de la maison individuelle, qui veut des immeubles collectifs, qui veut des services, des équipements, etc. dans le prolongement de la ville-centre, souvent à proximité immédiate des infrastructures, lesquelles infrastructures sont peu coûteuses et plus commodes à construire dans les fonds de vallée. Et donc, finalement, depuis des décennies, et ça date pas d'hier, en réalité, ça remonte à la révolution industrielle, depuis des décennies, notre société construit d'un commun accord, collectivité locale, État, et puis citoyens. Nous sommes tous, pour le coup, responsables de la situation.
Et parfois, on regarde ailleurs, hein. On regarde ailleurs parce que le coup des sinistrés au bord de l'Orbe qui disent on ne savait pas que l'Orbe va déborder, c'est bon. Les inondations de l'Orbe, il y en a eu suffisamment pour que ça marque les mémoires. C'est d'ailleurs un traumatisme durable le plus souvent. Donc finalement, beaucoup d'enjeux dans des zones d'aléas forts et très forts. C'est quoi la définition du risque? C'est le croisement de l'aléa avec l'enjeu. Donc, évidemment, notre société, elle fabrique du risque. Et sur la gestion des sécheresses, c'est un peu la même chose. Finalement, on peut toujours critiquer le chef de l'État avec son plan eau et son idée de sobriété, mais elle n'est pas débile, cette idée. C'est juste acter que l'eau disponible est de moins en moins importante. Voilà. Et face à ces enjeux, vous êtes spécialiste en technique de protection de ces ressources précieuses qui est l'eau. Je vais vous poser quelques questions sur des techniques qui peuvent être des solutions ou peut-être, comme vous venez de le dire, augmenter les risques. Parce que je suis d'accord, il semble que nous adorons catalyser, recréer et construire les risques pour nous-mêmes. Alors, je vais vous poser des questions, par exemple, en termes d'utilisation des eaux usées. Et on sait bien, par exemple, que la France n'utilise que 1% de ces eaux usées. Si on compare avec l'Italie, c'est les 10% des eaux usées. Et en Espagne, c'est beaucoup plus encore, c'est 15% l'utilisation des eaux usées. À l'arrivée, alors, ce sont des millions de mètres cubes d'eau. Nous perdons aussi environ 20% de l'eau traitée dans des réseaux de distribution vétustes. Comment pourrait-on mieux les utiliser, mais en même temps tout en respectant la qualité de l'eau, parce que ça cherche des réticences d'utiliser l'eau usée? Ok. Alors, est-ce que je rentre dans le dur tout de suite? Oui. Il faut fiscaliser davantage l'eau. Il faut payer l'eau plus cher. Oups. Pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui consomment plus. Pour tout le monde. Il faut déjà modifier l'assiette. Et il faut payer plus l'eau. L'eau a une valeur. Ce que vous payez quand vous payez un litre d'eau du robinet, vous payez les services de l'eau. Vous ne payez pas l'eau. L'eau reste la res communis, notre chose commune, notre patrimoine commun de la nation, pour reprendre l'article 1er de la loi sur l'eau de 1992. Mais à l'évidence, il va bien falloir qu'on finance précisément des immenses chantiers qui sont devant nous, à savoir évidemment la modernisation de nos réseaux d'adduction d'eau potable qui, pour certains, ont 100 ans, 150 ans. C'est normal qu'ils vieillissent. Ils sont comme nous, ils vieillissent, donc il faut les remplacer. On ne nous a pas attendu là en 2023 pour le faire. Ça fait des décennies déjà que les agences financières de bassin, créées en 1964 par la première loi sur l'eau, est devenue en 1992 les agences financières de l'eau, les agences de l'eau, pardon, que ces agences, elles payent les études et les travaux qui permettent effectivement de moderniser les réseaux d'eau, de moderniser aussi les réseaux d'eau usés, et évidemment de construire ou de moderniser les stations d'épuration. Et aussi de faire en sorte qu'on soit plus juste maintenant dans la construction des stations d'épuration, c'est-à-dire que il y a la station d'épuration à bout activé, un peu classique, celle que vous connaissez, là, vous savez, avec les cylindres qu'on aperçoit souvent d'ailleurs dans le lit majeur du cours d'eau, à proximité immédiate du cours d'eau et en aval de la ville. C'est un peu moins bien pour celles qui se trouvent en aval. Il y a un réajustement parce qu'il y a des expérimentations extrêmement prometteuses qui marchent très très bien. Les filtres plantés de roseaux, par exemple, c'est une sorte de station d'épuration écologique. Mais ça marche pour les moins de 500 équivalents habitants, donc c'est pour les petites communes, mais ça marche, ça se développe beaucoup. Donc les agences de l'eau créées en 64, en fait, il y en a 6 en France: Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Seine-Normandie. Ces agences, elles ont un job qui est d'émettre des redevances
sur la consommation de l'eau d'une part et sur la pollution d'eau d'autre part. Le produit des redevances sert à financer sous la forme de crédits d'impôt ou de subventions directes l'ensemble des études et des travaux qui sont réclamés par les maîtres d'ouvrage, publics le plus souvent, privés quelquefois, pour précisément moderniser les réseaux d'eau, construire les stations d'épuration, etc. etc. C'est fait, puisqu'on est en France, c'est le fait dans le cadre de plans qui, le plus souvent, sont des plans quinquennaux. C'est une espèce de, je sais pas, d'inspiration soviétique. On fait toujours des plans quinquennaux en France, y compris après la décentralisation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut augmenter la fiscalité de l'eau, c'est-à-dire ceux qui consomment plus d'eau doivent payer beaucoup plus, et ceux qui polluent plus doivent payer beaucoup plus, parce que ce qui nous attend, précisément, la réutilisation des eaux usées, où on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Attention à ne pas surestimer non plus notre capacité, c'est-à-dire réutiliser les eaux usées, ça peut marcher si nos agences régionales de santé sont un peu plus souples. Il semble qu'elles le soient désormais, donc plus ouvertes à la discussion, plus ouvertes à l'expérimentation locale, y compris à Montpellier, c'est très bien. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir probablement utiliser des eaux usées retraitées pour, par exemple, nettoyer nos villes, pour certaines formes d'agriculture, pas toutes. C'est un progrès. Faut aussi penser qu'il y a des villes, à commencer par Paris, qui ont un réseau d'eau brute. C'est-à-dire que Haussmann et son ingénieur fétiche, en l'occurrence Eugène Belgrand, avaient imaginé de pomper de l'eau directement dans la Seine pour nettoyer la ville. C'est un progrès spectaculaire. Donc il y a l'utilisation de l'eau brute, il y a la réutilisation des eaux usées, il y a l'utilisation de l'eau salée qui passe par un processus de dessalement, qui a l'inconvénient d'être, comment dirais-je, énergivore. Donc il y a tout un panel de solutions qui semblent s'imposer à nous. Mais si vous le permettez, ces solutions restent des solutions techniques, des technologies. L'idée, c'est qu'on reste encore aujourd'hui dans une approche néo-saint-simonienne selon laquelle le progrès va nous sauver. Mais c'est oublier que jusqu'à nous, la nature a fait le taf. Alors, il ne s'agit pas de surestimer les capacités ou les services qu'on attribue aux zones humides. Mais une zone humide, c'est à la fois un réservoir de biodiversité, c'est un espace de stockage de l'eau capable de restituer de l'eau en période estivale lorsque les débits sont au plus bas, c'est une zone tampon en cas d'inondation. Bref, les zones humides détruites d'une part au titre sur l'autel de la modernisation de l'agriculture et sur l'autel du développement territorial, de l'urbanisation. Ces zones humides rendent des services. Mais pour être crédible quand on parle de ça, c'est-à-dire de renaturation des milieux, il ne faut pas attribuer des vertus aux milieux qui ne sont plus capables d'avoir. C'est-à-dire qu'on peut réparer la nature, mais il ne faut pas imaginer qu'une même zone humide, c'est à la fois une zone de stockage, un réservoir de biodiversité, etc. Même si elle remplit une seule de ses fonctions, c'est déjà beaucoup. Et réparer la nature, ça ne remplace pas le fait d'avoir conservé ce qui marche encore, c'est-à-dire ce qu'il reste de nature. Et professeur, c'est qui paye pour cette réparation de la nature? Parce que vous venez de dire, il ne faut pas juste payer les services de distribution de l'eau, mais aussi l'eau. Et je vous pose la question, est-ce que vous considérez que la société française est prête à accepter à payer l'eau? Et avant de répondre, je vous invite à lever la main. Est-ce que vous êtes d'accord à payer l'eau, pas juste les services? Mais en fait, ils n'ont pas été payent déjà l'eau, sinon ils n'en ont pas. Les services, oui. Voilà. Je ne veux pas la société française totalement inclinée à comment les solutionner. Qui va payer pour cette réparation de l'eau, de la nature, pardon? Le système de gestion de l'eau aujourd'hui, il fonctionne grâce à la mise en place d'un système extrêmement vertueux qui s'appelle pollueur
utilisateur-payeur. Donc les agriculteurs, les industriels et les ménages, c'est-à-dire nous tous, payons des redevances, encore une fois, sur la consommation et sur la pollution. Simplement, ce que je dis, c'est qu'au vu des chantiers qui ont débuté et pour lesquels on peine, et pour les chantiers à venir, ce que l'on paye, tous, agriculteurs, industriels et ménages, c'est largement insuffisant. C'est le prix de la transition écologique. J'ai l'impression d'entendre Christophe Béchu, notre ministre de l'écologie, préparer gentiment les Français à cette transition écologique qui va avoir un prix. Le prix, c'est que aujourd'hui, on a encore une maison individuelle sur un terrain de 2000 m². C'est terminé. On a encore la possibilité d'utiliser de l'eau pour laver sa bagnole. Ce sera terminé. En fait, il y a toute une série de choses qui vont être terminées. Alors, ce n'est pas juste des solutions techniques, c'est un changement de paradigme, c'est ça? Oui, dans les dîners en ville, on dit changement de paradigme. Mais en réalité, ce processus, il est engagé depuis la mise en place de la loi sur l'eau 1964. Mais c'est un très long processus. Rendez-vous compte, la France, c'est 2500 km de littoral, 275 000 km de cours d'eau, des dizaines de milliers d'hectares de plans d'eau, quelques grands lacs alpins. Et la politique de l'eau, c'est deux choses. C'est à la fois payer, donc ça relève du volet préventif de la politique de l'eau, parce qu'on imagine que plus vous payez quand vous consommez, ça va agir et vous allez consommer moins. Si vous polluez beaucoup, vous payez beaucoup, vous allez polluer moins. D'autant plus que grâce aux agences de l'eau, vous serez encouragé à payer moins. Donc, il y a le volet préventif. Par contre, ce dont on ne parle pas souvent, parce que l'écologie punitive, c'est interdit, il faut faire attention, etc. C'est de la police de l'environnement, de la police de la nature. Je vous donne quelques chiffres. Alors, les agents de l'Office français de la biodiversité, c'est un grand organisme sous l'égide de Bercy d'une part et du ministère de l'écologie d'autre part, qui résulte de la fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Je vous passe une extraordinaire histoire très très compliquée pour faire une espèce de bric-à-brac territorial et administratif. Mais enfin, aujourd'hui, globalement, il y a un gros bazar qui s'appelle l'OFB qui a en charge la police de la nature. Et donc la police de l'eau et de la pêche. La police de l'eau, pour de vrai, si le directeur de l'OFB était là, d'ailleurs j'ai eu un débat avec lui sur Europe 1 il y a 1 an et je lui ai dit en direct, c'était pas du tout un problème. Aujourd'hui, il y a 400 à 600 équivalents temps plein pour faire de la police de l'eau, la police de l'environnement à l'OFB. 400 à 600 équivalents temps plein pour 275 000 km de cours d'eau. Je dis pas qu'il faut foutre des radars au bord des rivières. Je dis juste que pour que les agriculteurs comprennent les enjeux, parce que je vois encore aujourd'hui des tonalisiers dans le Trieux en plein mois de décembre. Je vois une situation catastrophique dans les gorges du Doubs. Je vois le réseau karstique du Lez menacé. Donc, il faut une police. Mais on a un agent pour des milliers de kilomètres de cours d'eau. Et le gars, il a une Kangoo avec un bon d'essence qui lui permet de faire 100 km dans son mois, avec un téléphone portable pour 4. Et en plus, si il est au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'il prend en flagrant délit le responsable d'une pollution, la procédure est tellement complexe. Il faut faire des échantillons amont, aval, sur site, à telle profondeur, conserver les échantillons entre 0 et 4 degrés Celsius dans un frigo. Le gars, il se balade avec son frigo, naturellement. Il n'y a plus de laboratoire agréé, etc., etc. Et si toutefois, le procès verbal est valable, parce que l'agent est minutieux, scrupuleux, expérimenté, alors il va falloir intéresser le procureur de la République. Prenons celui de Montpellier, par exemple, qui, entre les viols de petites filles et les braquages de banques, va devoir s'occuper d'une pollution de l'eau. Ou d'un dossier, comment dirais-je, mal instruit du côté de la police de l'urbanisme, qui expliquerait que
une villa est poussée ici en zone inondable, sur une zone protégée à plusieurs titres. Voilà. Il faut que l'articulation police-justice fonctionne aussi dans le domaine de l'environnement. Donc, si vous voulez, cette politique de l'eau, elle renvoie à un volet qui est un volet fiscal, un volet prévention, et elle renvoie aussi à un volet qui est un volet d'action. Et c'est, je pense, grâce aux deux qu'il y aura, comment dites-vous, un changement de paradigme. Oui, peut-être à coup de pied dans les fesses, mais un changement de paradigme. Oui, on va aller aux questions et c'est juste 1 minute. Merci pour la prise de question et merci beaucoup pour votre intervention et cet événement. En fait, je réagis parce que vous présentez, enfin moi je suis complètement d'accord avec le besoin de se dire il faut demain réfléchir à comment on va utiliser l'eau. Il y en aura a priori moins puisque les glaciers fondent ou enfin, en tout cas ils seront plus là un jour, etc. et que nos usages ne font que grossir. Par contre, vous partez directement sur l'eau, c'est la fiscalité, il faut payer plus pour pouvoir financer les services. Mais pour moi, c'est une vision. En fait, on peut distinguer la question du prix, de qui paye, qui est une question en soi, une question de politique en soi et de justice et comment on voit ça, avec la question des usages et de la gouvernance de ces usages. Par exemple, aujourd'hui, parce que ça donne une approche très individuelle. Aujourd'hui, on sait que sur les eaux prélevées, y a 50% qui sert à refroidir les centrales nucléaires sur les cours d'eau, par exemple. Que sur les eaux consommées, c'est 50% de l'agriculture. Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Et du coup, pour moi, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est demain, c'est quoi nos usages sur l'eau? Est-ce qu'on doit continuer à irriguer la viticulture? Est-ce qu'on doit faire des bassines et exporter du maïs? Enfin, au-delà de la question individuelle de comment on se restreint, et bien sûr qu'il le faudra, c'est aussi collectivement qu'est-ce qu'on priorise et quels usages, finalement, on décide peut-être de changer. Du coup, je veux bien votre réaction là-dessus, s'il vous plaît. Non, mais enfin, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'une conférence stricto sensu. J'ai tellement d'heures de cours, mais tellement, que l'idée, c'était plutôt de rebondir sur des questions, même si c'est un peu décousu, et vous m'excuserez pour les réponses, mais la question de la gouvernance, alors elle se pose pour tout, hein, gouvernance des territoires, gouvernance de nos villes, etc. Alors évidemment, elle se pose avec acuité sur l'eau, mais il se trouve que dans le domaine de l'eau, le législateur a beaucoup outillé les territoires. Je m'explique. Il y a d'abord la création des comités de bassin, dès les premiers décrets de 1967, des comités de bassin qui, à l'échelle des grands districts hydrographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors on parle de district hydrographique parce que le lien entre Loire-Bretagne, c'est pas vraiment un bassin versant, Adour-Garonne non plus, Seine-Normandie, c'est n'importe quoi, mais il fallait une relative cohérence hydrographique et puis précisément une assiette fiscale suffisamment importante, donc il fallait qu'il y ait une métropole à l'intérieur du district hydrographique pour qu'il y ait suffisamment de capacité à payer, vous voyez? Donc il y avait déjà ça, il y a de cela très longtemps. Et puis vous savez qu'il y avait à l'époque 3 corps d'ingénieurs qui faisaient la pluie et le beau temps, le corps des mines, le corps des ponts et le corps des eaux et forêts, c'est-à-dire 3 grandes écoles auxquelles on accédait après avoir passé Maths Sup, Maths Spé et le concours de l'X. Et l'idée, c'était aussi d'avoir 2 agences par corps pour qu'il y ait une sorte de garantie de paix sociale et pas de lutte entre les corps des grands ingénieurs de l'État. Voilà, donc on arrive à 6 districts hydrographiques et donc 6 comités de bassin. Les comités de bassin, ils sont présidés par un responsable politique et ils sont composés de collèges, le collège des élus locaux, des territoires en quelque sorte, le collège des usagers et puis le collège de l'administration, des administrations. Ces comités de bassin qui vont en fait être des parlements de l'eau à l'échelle des grands bassins hydrographiques, donc, et ça va être un moteur de la loi de 92 qui va instituer les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle de ces grands bassins, et à une échelle plus fine, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, lesquels ont un exécutif qui s'appelle la commission locale de l'eau, qui correspond en miniature au comité de bassin. L'idée, c'est que à l'échelle du bassin versant du Lez,
il y a aujourd'hui un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est mis en place avec une commission locale de l'eau dans laquelle il y a des réunions thématiques, des débats et des décisions qui sont prises, en d'autres termes, de la gouvernance. Alors, c'est quoi la différence entre gestion et gouvernance? La gestion, on voit pour beaucoup, à juste raison, au seul tandem élu technicien ou élu expert. La gouvernance, l'idée, c'est d'ajouter à ce tandem le citoyen. Alors, le citoyen, pas de façon directe. C'est-à-dire que mademoiselle et moi, on ne peut pas aller demain matin à la commission locale de l'eau du SAGE, du LES. En revanche, on peut s'investir dans une association et, par le biais de l'association, accéder à un siège au sein de cette commission locale de l'eau. Ça, c'est la partie mise en place. Je schématise à outrance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le bric-à-brac, vous avez compris, poupée russe. En fait, il y a un comité national de l'eau, il y a des comités de bassin, il y a des commissions locales de l'eau, il y a des commissions thématiques et territoriales locales, etc. etc. Donc, on peut dire qu'il y a une gouvernance qui s'est mise en place et qui, précisément, doit arbitrer sur les priorités qui, par définition, ne peuvent pas être les mêmes selon qu'on soit du côté du plateau Picard. Je ne sais pas pourquoi j'évoque le plateau Picard sans arrêt. Je pense au ruisseau du Matz et à la Ronde, des affluents de l'Oise, ou qu'on soit du côté de la Dordogne, voilà, à la source, tiens, du côté de la Bourgoule, du Mont d'Or et du Puy de Sancy. Eh bien, évidemment, les priorités vont être différentes. Si on est dans le Puy de Sancy, on va devoir gérer la mise en 4 saisons d'une station touristique un peu vieillotte. On va devoir gérer des problèmes périodiques d'eau. On va devoir, si on est sur le plateau Picard, on va devoir surtout essayer de limiter la production de betteraves et de pommes de terre très consommatrices d'eau, alors qu'à Vic-sur-Aisne, il y a une très grosse usine, celle de Vico, qui consomme de l'eau et on n'y peut pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu. Bref, ça relève des commissions locales de l'eau. Donc, il y a bien une gouvernance et des arbitrages qui s'opèrent sur le plan local, comme sur le plan du bassin et sur le plan national. Il y a également, à côté de cela, figurez-vous, des démarches qui sont contractuelles. Par exemple, le contrat de rivière. Contrat de rivière qui porte mal son nom parce que c'est des actions qui sont mises en œuvre à l'échelle des bassins et des sous-bassins en France. Ça relève d'une circulaire du 5 février 1981. Et l'idée, c'était de mettre en place des comités de rivière qui allaient en quelque sorte canaliser les volontés des citoyens et des usagers localement pour qu'ils s'investissent le plus opportunément possible dans la reconquête de l'eau. Donc, il y a des dispositifs réglementaires, il y a des dispositifs contractuels. Réglementaire, la commission locale de l'eau. Contractuel, le comité de rivière. Il y a des dispositifs qui sont plus territoriaux, c'est-à-dire à l'échelle du bassin ou de ses sous-bassins, d'autres qui sont plus sectoriels, par exemple une action sur les produits phytosanitaires, une action sur... C'est par exemple le plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, il y en a un nombre considérable. Et on arrive en fait, vous vouliez de la gouvernance, mais en fait le problème c'est qu'il y en a trop. Qu'il y a une illisibilité de l'action publique. En fait, j'ai coutume je fais des confs un peu partout en France et en Europe, et derrière moi, je mets juste une diapo, c'est le schéma de ce que je viens de vous raconter en une minute là. Alors les gens s'approchent, ils essaient de comprendre qui fait quoi. Mais alors, cette articulation tellement sophistiquée et ne semble pas aboutir, n'arrive pas à solutionner les problèmes, à mon avis. Et je vois que vous êtes enseignant-chercheur. Est-ce que vous vous sentez écouté, entendu par le pouvoir public? Est-ce que la science, la recherche que vous produisez est vraiment utilisée dans la prise de décision ici en France? Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais dire que sur la gouvernance, le problème, c'est au fond la représentation de chacun des usagers dans ces différentes instances que je viens d'évoquer, qu'elles soient de nature réglementaire ou contractuelle. Le poids de ce qu'on appelle les grands usagers
euh, parce que c'est des grands usagers, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup, ils polluent beaucoup. Et donc, ils sont surreprésentés dans ces instances. Comment vous dire ce soir? Bien, vous avez tous compris que les fédérations départementales du syndicat des exploitants agricoles est très majoritaire dans les chambres et que les chambres consulaires, à ce titre, dépêchent l'ingénieur, pour pas dire le chargé de com de la FNSEA du coin, qui va expliquer quelle est la doctrine de l'agriculture. Ben, la FNSEA ne représente qu'une petite partie de la très grande variété des agriculteurs de France. Bon, EDF, EDF nous coûte cher. EDF, oui, utilise de l'eau fraîche et la restitue chaude. Amen. Comme disent les silures et les carbes du Rhône. Mais EDF occupe une place importante. Et puis ses concurrents, la CHEM, etc. Bon. Les territoires aussi, les élus qui se battent pour, je pense à la Corrèze, parce que j'ai rencontré des élus de Corrèze récemment. Demain, je vais en Aveyron. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'eau potable. On alimente encore ce soir des communes rurales en eau potable avec des systèmes de citernes. Ce soir. Là, on est à une centaine de communes sur 36 000, vous me direz. Mais donc, les élus sont pris entre la difficulté d'apporter de l'eau potable dans les hameaux les plus éloignés, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait un repreneur à cette exploitation agricole qui a été tant importante au fil de l'histoire de la commune. Et pour qu'il y ait un repreneur, il ne faut pas que l'exploitation perde chaque année de l'argent. Donc, quand on est un élu local, oui, gouverner, c'est choisir entre deux mauvaises solutions. Merci Mendès France pour ce bon mot. Mais c'est au quotidien que les élus sont dans des arbitrages difficiles. Donc, ceux qui sont présents dans les clés, c'est ceux qui sont les acteurs grands usagers, c'est les élus locaux, et puis c'est l'administration publique qui dit « Hey, nous, on a laissé les clés du camion au territoire à l'occasion des lois de décentralisation de 82-83, puis à l'occasion du renforcement progressif du pouvoir intercommunal. » Vous savez, les actes de décentralisation 2, 3 et 4. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'eau, de la gestion de l'eau, les artisans des politiques de l'eau, c'est très largement les territoires et moins l'État qui doit assurer ce qu'il assure difficilement, c'est-à-dire la police de l'eau. Donc, il y a un système de gouvernance extraordinaire. Le monde entier nous l'envie, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas pratiqué. Il y a des forces et des faiblesses. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas... impossible de pointer du doigt les élus et de parler de dérive locale, etc., tant leur métier est difficile, parce que c'est un métier en réalité. L'administration publique, c'est pas non plus de la tarte quand vous avez les moyens que j'ai développés tout à l'heure. Un agent pour des milliers de kilomètres de cours d'eau. Et en plus, ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de faire du reporting à Bruxelles, c'est-à-dire des putains de camemberts qu'on va renvoyer à la Commission européenne pour expliquer qu'on a bien respecté les objectifs qu'on s'est fixés sur le plan européen. Je suis désolé, je ne vous en ai pas encore parlé, il faut que je vous parle un tout petit peu d'Europe. C'est tellement compliqué. Parce qu'il y a une directive cadre sur l'eau qui est adoptée en 2000, c'est la DCE 2060 CE. Il y en a beaucoup d'autres. Et là, on s'est fixé des objectifs, tous les États membres, et la France, parce qu'elle veut faire mieux que les autres, elle s'est fixé des objectifs super hauts. Résultat des opérations, on est mauvais aussi bien sur la qualité physico-chimique que sur la qualité écologique. Et aujourd'hui, seuls 40 à 50% de nos bases d'eau sont considérées en bon état. Ça veut dire qu'on a la moitié de nos masses d'eau qui sont en mauvais état. On a une question, je passe du fond. On peut ouvrir pour les questions directement. Hein. Alors, le temps passe, il est bientôt 9h, mais s'il y a d'autres questions... Oui, bonjour. Robin Furestier, en plus d'être archéologue ici à Saint-Charles, je vais pester contre les élus parce que j'en suis un.
Donc, en vous donnant un exemple, hein, parce que j'aurais pu rebondir sur beaucoup d'autres choses, mais je vais vous donner un exemple qui illustre l'impossibilité de faire des choses. Et pourtant, j'ai fait des choses. Je suis élu responsable de l'assainissement dans un petit village de 1600 habitants du nord du Gard. Vous mettrez vous-même en examen ce soir, alors? Oui, j'assume totalement. Et l'année dernière, j'avais déjà préparé, parce que je suis en mandat que depuis, c'est un mandat, c'est pas un métier. Je suis en mandat depuis 2020. Et quand je suis arrivé, les techniciens, les agents municipaux, parce qu'on n'est pas en délégation de service public, nous, on assume notre service public d'assainissement, ils m'ont dit, Robin, il y a un truc qu'il faut qu'on te dise quand même pour laver la merde, hein, parce qu'on appelle ça des boues, mais en fait, c'est de la merde, hein, je suis désolé de vous dire. Pour laver la merde, on utilise de l'eau potable. J'ai dit, pardon? Et oui, c'est une vieille station d'épuration qui fonctionne très très bien, mais qui fonctionne avec de l'eau potable. Donc, en gros, c'est 3000 m3 d'eau potable par an pour laver de la merde. 3000 m3, pour vous donner une image, c'est une piscine olympique. Donc, j'ai mis en place un projet de réutilisation des eaux usées, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, pour utiliser les eaux usées traitées de sortie, les remettre dans un circuit fermé et laver la merde avec les eaux usées traitées et économiser 3000 m3 par an. C'est pas grand-chose au niveau d'un bassin de population, je suis bien d'accord. Mais si chacun assume sa responsabilité, on va progresser. Eh bien, la première question qu'on m'a posée au sein de mon conseil municipal, ah ouais, mais ça va coûter combien? Donc, en gros, mon projet, il a traîné et j'ai utilisé l'été dernier, vous vous rappelez, on a eu un peu chaud, pour qu'au sortir de la canicule, j'ai dit, vous vous rappelez là mon projet sur l'eau? Et là, oui, ok, on le finance. Et au titre d'élu, donc ça c'est fait maintenant, hein, c'est en place et l'agence de l'eau a participé. Alors vous disiez que l'agence de l'eau paye, l'agence de l'eau participe par des subventions, mais une partie, généralement la participation c'est autour de 50%. Les restes, c'est à charge pour les communes. Et c'est ça qui fait peur. Hein. Il ne faut pas dire que l'agence de l'eau paye tout. J'ai pas dit qu'elle payait tout. Hein. Mais je pense que c'est comme ça que ça a été compris. Donc, au titre d'élu, donc avec cet exemple-là, que j'essaye de communiquer pour les autres communes, hein, parce qu'en tout, il y en a pour 20 000 euros et en charge à 50%. Donc, il y en a plus que pour 10 000 euros. Vous voyez que sur les années d'exploitation, après l'économie d'eau potable, parce qu'on la paye, l'amortissement, il est assez rapide. Au titre d'élu, j'ai été invité dans les comités locaux de l'eau. Et pour participer, j'ai un petit peu ouvert ma gueule. Et avec des choses qui nécessitent un fort investissement. Et c'est un investissement, l'assainissement et l'eau, qui ne se voit pas, qui n'est pas bankable en termes électoraux. Là, je suis en train de porter un projet au sein de ma commune de rénovation du réseau d'assainissement, parce que tout ça, vous l'avez bien dit, ça vieillit, et il y en a pour 750 000 euros. 750 000 euros, c'est pas comme si vous faites une salle des fêtes ou autre chose. Ça ne se voit pas, c'est souterrain. Mais si ça marche mal, la station d'épuration marche mal, et elle consomme plus d'énergie, plus d'eau, et elle rejette une eau merdique dans le milieu naturel. Et donc, moi, j'ouvre ma gueule pour qu'on fasse ces travaux quand même, et au niveau de la commune et au niveau local. Eh bien, bizarrement, je ne suis plus invité dans les réunions. Donc, non, le système de gouvernance, il ne marche pas, parce que les citoyens ou les gens qui vont à l'encontre soit des échéances électorales, soit des intérêts privés des grands, parce qu'en comité local de l'eau, j'étais en face d'un gros industriel qui était le premier consommateur de la région. Hein. Quand on est comme ça, on n'a pas voix au chapitre, on ne vous invite plus après. En fait, au titre des finances publiques, les maîtres d'ouvrage publics doivent au moins débourser 20% du montant total des études et des travaux. Donc, l'agence de l'eau, elle va financer jusqu'à 80% des études et des travaux, et à condition que la nature des travaux soit inscrite au titre du programme pluriannuel de l'agence de l'eau. Et les programmes varient d'un bassin à l'autre. Et donc, effectivement, si la modernisation de la station d'épuration qui passe par l'utilisation d'eau brute ou d'eau recyclée
n'a pas été préalablement inscrite. Et ça, c'est tactique. C'est-à-dire qu'il faut faire remonter très en amont, en fait, les demandes des territoires pour que ce soit validé par le comité de bassin et par la suite, ça puisse être pris en charge le plus possible par l'agence et que le reste à charge pour la commune soit de 20% et non pas de 50%. On peut prendre combien de questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, vous nous avez dit tout à l'heure que la France était le deuxième utilisateur de pesticides dans le monde. Est-ce que le principe pollueur-payeur est véritablement respecté par rapport à la loi sur l'eau concernant les agriculteurs en France, qui sont largement subventionnés par tous nos impôts? Vous le savez, ça, hein, dans le cadre... Ils sont même salariés de l'Union européenne pour une bonne partie d'entre eux. Donc de nous. Donc on les paye et ils polluent. Alors ma question est, est-ce qu'il y a véritablement une application du principe pollueur-payeur? Alors, en fait, c'est les déclarations PAC qui sont importantes et les déclarations PAC sont vérifiées a posteriori par l'administration compétente, à savoir le ministère de l'Agriculture. Et vous savez que les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et ceux de l'écologie ne partent pas toujours en week-end ensemble. Donc, il y a évidemment, de ce point de vue-là, je pense, des pertes en ligne, si je puis me permettre. Il y a aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il faut plus de police de la nature. Et pendant que la direction générale de l'OFB, sur la scène médiatique, explique que les agents de l'OFB vont passer pour voir si vous remplissiez votre piscine la nuit, évidemment, la consommation d'eau agricole est beaucoup plus importante, beaucoup plus problématique. Et puis, la question agricole, elle pose un problème de société parce qu'au fond, des efforts ont été faits par les collectivités territoriales. Il y a beaucoup moins de points noirs aujourd'hui en aval des villes qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. Ça veut dire que cette politique des agences de l'eau, elle a obtenu des résultats. En tout cas, il y a eu un vrai effort des territoires en faveur de la dépollution des milieux aquatiques, c'est-à-dire des rivières, des fleuves, des lacs, des étangs. Pour ce qui est de la lutte contre les pollutions industrielles, je serais, comment dirais-je, un peu moqueur. Les pouvoirs publics ont, dès les années 80, expliqué que grâce aux agences de l'eau, les pollutions d'origine industrielle avaient disparu. Non, ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est que les industries ont disparu. En fait, quand on délocalise une industrie, on délocalise la pollution qui va avec. Et donc, effectivement, c'est vrai que les pollutions d'origine industrielle sont beaucoup moins préoccupantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Et ce qui se passe, c'est que les pollutions d'origine agricole masquent les efforts conjugués des industriels et des territoires. Et sauf que notre système de gouvernance, dont il a été question, et qui est tout à fait discutable, j'en conviens, c'est précisément ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que notre système de gouvernance, il est basé sur finalement des pénalités que notre société a peine à attribuer à l'agriculture pour une raison simple, c'est que le coût de la restructuration, le coût social et économique de la restructuration de l'agriculture depuis la fin des années 50, ce coût, il est tel qu'il est compliqué de fiscaliser davantage encore les agriculteurs. Le risque, c'est de fragiliser des exploitations. Et donc, c'est finalement, est-ce qu'on peut rééquilibrer, grosso modo, les agriculteurs plus à hauteur de 70%, les industriels à hauteur de 20% et les ménages à hauteur de 10%. Mais ce que l'on paye est inversement proportionnel. Les agriculteurs payent très très peu, les industriels un peu et nous tous beaucoup. Et donc, c'est comment on arrive à ce rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, il passe, vous l'avez dit, monsieur, par le fait de réinvestir les différentes instances de gouvernance et d'exercer des pressions
sur les filières les plus polluantes. Mais il faut aussi prendre en compte les dynamiques extrêmement variées de l'agriculture française. Quelle sera, dans quelques années, la situation de l'élevage? Alors, l'élevage est responsable d'un mauvais bilan carbone à cause des émissions de gaz à effet de serre. Vous me suivez? Donc, l'élevage, alors, on veut quoi? On veut l'Aveyron sans brebis, sans bovins, sans... Bon. Et donc, pénaliser, oui, mais pénaliser qui? Il faut que ce soit extrêmement ciblé. Ça veut dire qu'il faut pénaliser ceux qui sont les plus grands consommateurs d'eau, c'est-à-dire la maïsiculture, la production de pommes de terre, la production de betteraves. Et il faut peut-être pénaliser ceux qui, du côté des céréaliers et de la viticulture, continuent comme dans les années 80. Voilà. Mais ça ne passe que par une coordination interministérielle, naturellement, et ça passe aussi, à un moment donné, par des agents de terrain, parce que les seules déclarations administratives ne peuvent suffire. Ça veut dire, en d'autres termes, que comme dans bien des domaines, il ne peut pas y avoir d'action publique sans les fonctionnaires qui vont avec, et avec une confiance et non pas une défiance envers les fonctionnaires. Et le problème, c'est que notre société, c'est une société qui se crispe pour tout et pour n'importe quoi, et j'ai été appelé par des présidents élus de commission locale de l'eau qui n'en peuvent plus du fait que les Français se foutent sur la gueule, y compris sur la question aussi fondamentale qu'est l'eau. Donc, à un moment donné, il faut essayer de poser les choses à plat et chacun doit prendre sa part, y compris naturellement l'agriculture. Je travaille sur le bassin versant de la Neste et les rivières de Gascogne, des Hautes-Pyrénées jusqu'au Gers. C'est 8000 km². En 1900, les ingénieurs des ponts décident de dériver une partie 20 km de la rivière Neste, qui naît des glaciers des Hautes-Pyrénées, pour que cette dérivation, après avoir alimenté toute une série de barrages hydroélectriques, alimente des rivières de Gascogne. Et donc, l'agriculture Gascogne s'est considérablement développée grâce à l'eau de la Neste qui se jetait dans la Garonne et qui désormais alimente un chevelu en éventail de rivières de Gascogne. Sauf que les rivières de Gascogne, elles étaient quasi toujours à sec. Il n'y avait pas d'eau. Maintenant, il y a de l'eau, mais c'est artificiel. Encore une fois, on s'est foutu nous-mêmes dans une situation abracadabrantesque. Et donc, la question, c'est, aujourd'hui, l'agriculture de Gascogne, elle est forte. Et en plus, c'est un peu le dernier truc qui marche dans le coin. Parce que les territoires vieillissent, les villages vieillissent, il n'y a pas beaucoup d'actifs, les jeunes quittent les territoires ruraux, et donc finalement l'exode rural, il n'est pas fini. Il y a eu le mirage du Covid où on s'est dit, citadins, les gars des métropoles allaient emménager entre Auch et Saint-Lary-Soulan, n'importe quoi. Non, ils sont emménagés à 25 km de Toulouse, mais pas au-delà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois qu'on doit composer avec les héritages. Sauf que maintenant, ce système Nest, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce système Nest, c'est un éco-socio-système, à la fois économique, social et écologique, parce qu'il est redevenu écologique. En fait, on a changé la destination même de cours d'eau où il n'y avait pas d'eau. Maintenant, il y a de l'eau. Sauf que c'est parce que nous l'avons voulu. Donc la question, c'est, allons-nous faire appel à nouveau à la technologie pour modifier le dispositif? Moi, j'ai entendu dans une réunion publique à Auch des gens qui m'ont expliqué qu'il fallait dessaler l'eau de mer du golfe de Gascogne pour apporter de l'eau à Auch. Tenez-vous bien. Hein. Bon. Non, mais je suis tombé de ma chaise, moi. Enfin, on me parle de dessalement de l'eau de mer à Auch. Non, mais je suis géographe, vous comprenez? Il y a des trucs que je n'arrive pas à imprimer. Donc, ça c'est la croyance systématique selon laquelle le progrès technique va nous sauver. Non, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, il va bien falloir des arbitrages politiques et que les élus locaux assument leurs responsabilités politiques, que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités politiques. L'eau est politique. Les inégalités entre les territoires. Vous savez, un bassin versant ne fonctionne
que grâce aux solidarités amont, aval, rive droite, rive gauche, commune riche, commune pauvre, secteur rural, secteur urbain, si on ne prend pas ça en compte, c'est foutu. Et dans le cas de la Nest, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réussir. Encore une question. Alors bonsoir. Moi, je vais rester un petit peu dans le même sujet des agriculteurs, en fait. Il me semble que vous avez dit un peu plus tôt, pas directement, mais que certains agriculteurs faisaient un peu n'importe quoi avec l'eau, si j'ai bien compris. Et moi, du coup, ça me pose une question, parce que c'est une question sur l'agriculture individuelle, en fait. Est-ce que ça va être possible de continuer ça, en fait, cette idée de l'agriculteur qui a son terrain et qui gère son terrain, et voilà. Est-ce que, sans vouloir être soviétique, est-ce qu'on va pas devoir quelque part revenir un peu aux kolkhozes? Parce qu'en fait, le principe des kolkhozes, c'était de mettre un tracteur pour les 9 champs autour, parce que finalement, il n'y a besoin que d'un tracteur. En fait, si on réfléchit bien, la question de l'eau, en fait, on n'a même pas le choix, en fait. Genre, il y a pas, on peut pas avoir, chaque agriculteur ne peut pas avoir son cours d'eau. Ils partagent tous un seul cours d'eau qui doit du coup être géré collectivement. Et du coup, ça me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment continuer l'agriculture individuelle? Parce que en plus, j'ai un petit village, j'en ai rencontré des agriculteurs, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont rien à foutre de la nature, c'est leur exploitation et c'est tout. Et donc voilà, en gros, ma question, c'est est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer l'agriculture individuelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tacler un petit peu ce mythe, ce qui est un truc romantique autour de l'agriculteur, romantique dans le sens roman, une histoire, c'est... On a cette image du petit agriculteur qui vit, machin, de la terre, le petit paysan, salt of the earth, ce genre de truc. Est-ce qu'on va pas devoir un petit peu tacler toutes ces images et dire, bah non, en fait, l'agriculture, c'est un truc, maintenant, c'est plus pour nourrir quelqu'un qui fait de l'agriculture pour se nourrir lui, mais c'est l'agriculture pour nourrir des villes entières, en fait. Et donc, du coup, est-ce que ça ne demanderait pas qu'on gère la campagne entière au lieu de 10 000 petites parcelles de terrain? Je ne crois pas que la collectivisation des terres agricoles soit à l'ordre du jour, ni au sein de notre gouvernement, ni encore moins à la Commission européenne. Les fondements du marché européen, c'est la communauté économique du charbon et de l'acier, et c'est sauver l'Europe par l'agriculture. L'agriculture, a joué et joue toujours un rôle considérable. Moi, je ne vois pas le tableau de façon aussi noire que vous sur l'agriculture. J'en veux pour preuve que j'ai assisté il y a de cela 2 ou 3 ans à une scène assez cocasse où le représentant local du ministre de l'Agriculture allait remettre la médaille du mérite agricole à un exploitant agricole qui n'avait suivi à peu près aucun des wagons de la politique agricole commune. Il avait loupé le premier, son père avait loupé le premier, lui avait loupé le second en 92. Et donc, il était toujours en mode polyculture-élevage du côté de Montbéliard, c'est-à-dire une exploitation hyper fragile, il perdait un temps fou, il allait encore chercher du bois sur la ripisylve pour en faire du bois de chauffe. Il utilisait le gravier que la rivière lui donnait. Enfin, c'était vraiment l'agriculture, l'exploitation agricole de la fin du 19e. Et on allait le voir pour lui dire que sa ferme était labellisée comme étant l'une des plus performantes sur le plan agro-environnemental et qu'elle était finalement le nouveau modèle que devait suivre l'ensemble des exploitants français. Alors, c'est marrant, évidemment, mais tout ça pour vous dire que, en fait, il y a une très très grande variété de situations des exploitations agricoles et il n'est pas possible, parce que nous sommes Européens, de nier le poids de l'histoire. Et nous avons perdu 1,5 million de mineurs en 50 ans et on a perdu 1,5 million d'agriculteurs. Alors, évidemment, en 2100, on ne va pas continuer à tenir le discours de la FNSEA qui consiste à dire on s'est sacrifié en 1946, laissez-nous utiliser des produits phytosanitaires et irriguer tranquillement en 2070.
mais j'ai encore la foi, et donc j'ai la foi dans l'enseignement et la recherche. Je réponds maintenant à la question qui m'a été posée tout à l'heure. J'ai la foi dans l'enseignement et la recherche, j'ai la foi dans les écoles d'agro, je suis moi-même docteur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, et j'ai le sentiment que les écoles d'agro ont changé. J'ai le sentiment que l'ENGREF, ex-École nationale du génie rural des eaux et forêts, qui a fusionné avec l'école des ponts, a changé. Les enseignements ont changé, c'est-à-dire les programmes, les profs ont changé, et figurez-vous que les clientèles ont changé. Voilà. On pourrait presque parler de patientèle quand il s'agit des eaux et forêts. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a quand même une recomposition qui est en train de s'opérer, qui me semble très positive. Il y a aussi du côté des pouvoirs publics un changement de discours. Alors la dame qui est à mes côtés, c'est une spécialiste de l'analyse des discours sur justement ce qui concerne l'environnement. Et la question c'est, est-ce que les actions changent? Moi, je reste arc-bouté sur l'idée que une politique publique n'est pas une politique publique s'il n'y a pas un volet répressif à l'action publique. On ne peut pas être que dans le domaine incitatif et préventif. Alors, ça paraît, je tiens un discours quasi sarkozyste, en plus assez curieux, parce que je fais les questions et les réponses. Donc, ça doit vous rappeler des conférences de presse de 2007. Mais évidemment, c'est un élément fondamental. Et vous savez, en milieu rural, quand un ou deux exploitants se sont fait choper et que vous passez dans le journal de l'Aveyron ou dans le Courrier Picard, vous avez votre tête en 3e page, le gars s'est fait choper par l'OFB et le juge a estimé que, eh bien, ça fait son effet. Et donc, je pense que le changement est en cours, en amont avec l'enseignement et la recherche. Le changement est en cours parce qu'il y a une prise de conscience du côté des pouvoirs publics qu'on ne réussira pas que par la fiscalisation. Ceci dit, je ne désespère pas que les exploitants agricoles aient tous un jour à utiliser, comme vous et moi, un compteur d'eau. Ah bah oui. Alors, vous savez qu'ils ont un compteur d'eau, mais ils ont aussi une machine qui leur permet de pomper de l'eau directement dans la rivière pour favoriser l'irrigation. C'est-à-dire que vous avez un compteur, évidemment, qui ne compte pas beaucoup, et un petit truc, un moteur thermique, vous savez, à côté, on met un peu de gasoil, ça tire à mort, et puis vous irriguez votre champ tranquillement. Donc, il faut le compteur, mais il faut l'agent de police qui va avec. Et puis, nous, on est géographes, et puis on utilise des images satellites. Donc, on peut très, très facilement, si on nous donne des missions aériennes ou des images satellites, on peut repérer des zones humides qui ont été remblayées, on peut repérer toute une série de dysfonctionnements. J'ai formé pendant quelques années des agents de la police de l'eau. Ça marchait super bien. En particulier, le remblai des zones humides faites de façon illégale, sans évidemment de dossier loi sur l'eau, ça marche super bien. Peut-être une dernière question alors. Oula, il y a encore plein de questions. Bon, oui. On va essayer d'aller un peu plus vite. Bonsoir, oui. Je voulais vous poser, comme j'ai entendu que vous êtes géographe, en dehors des agriculteurs, des industries qui peuvent polluer évidemment, est-ce qu'il y a une adéquation parfaite entre la répartition des populations et les bassins, les ressources en eau? Parce qu'on ne parle pas tellement de la population, mais c'est peut-être l'élément essentiel. Non, parce que est-ce que vraiment des villes comme Paris ont assez d'eau dans leur... Alors, je sais, il y a le cas de Barcelone, par exemple. Alors c'est une excellente question. Notre population est très majoritairement urbaine et littorale. C'est d'ailleurs là que l'immobilier est le plus cher, dans les grandes métropoles et puis sur le littoral. Et il se trouve que dans les deux cas, on a des problèmes d'eau. Alors, à Paris, on n'a pas de problème d'eau parce que c'est Paris. De la même manière qu'on n'a pas de problème d'inondation. Je m'explique. Les murettes anti-crues, elles sont moins hautes dans le département du Val-de-Marne que dans Paris intramuros. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord inonder le Val-de-Marne.
C'est ce que m'a expliqué le patron de la zone de défense de Paris. Quand on est général en charge de la protection de Paris intramuros, des grandes institutions et de la présidence de la République, je peux vous garantir qu'on n'hésitera pas à inonder le Val-de-Marne plutôt que l'Élysée. Voilà. Et pour l'eau, c'est exactement la même chose. À l'échelle du Grand Paris, les ingénieurs de la ville de Paris, avec l'accord du préfet, sont capables d'aller chercher de l'eau à peu près partout. Voilà. Il n'y a pas que de l'eau sous le parc Montsouris. On peut aller chercher de l'eau très très loin et grâce à des systèmes de circuits qu'on va fermer ou ouvrir, on alimentera toujours en eau Paris. Par contre, la banlieue où vit la majorité de la population francilienne, hein, Paris c'est 2,5 millions d'habitants, l'Île-de-France c'est 12 millions. Voilà. Et c'est du reste une région majoritairement rurale. Non, vous avez raison, il y a évidemment une inadéquation entre la localisation de la ressource et les concentrations de population. Là où c'est évidemment le plus prégnant, et il y a des discussions à l'heure où on se parle, là, c'est le littoral d'Occitanie. Évidemment. Le littoral d'Occitanie qui est sous la pression du risque de submersion marine et de l'érosion. Bon, la côte du golfe du Lion, rapidement, c'est 220 km du delta du Rhône jusqu'à la frontière espagnole. C'est une côte qui est majoritairement basse et sableuse, donc exposée à l'érosion, et c'est environ 350 000 personnes. C'est l'arc littoral plus l'arc rétro-littoral. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la mission Racine? On a considérablement, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, la puissance publique, les territoires, urbanisé des langues de sable qui ont toujours été mobiles, hein, c'est les lidos. Et puis, en période en période estivale, les besoins en eau sont très importants et c'est précisément la période dans laquelle on n'a pas d'eau. Il faut la partager avec le monde agricole qui dit mais moi je fais pousser des abricots et des pommes, hein, donc il y a des tensions. La doctrine de l'État aujourd'hui, c'est de dire il faut reculer les hommes et les activités qui sont exposés à l'aléa submersion marine et à l'érosion. Ok, reculer où? Dans des zones inondables? Dans des zones qui sont exposées à l'aléa incendie? Waouh! Ça, je vous dresse les éléments de contexte. Maintenant, la question de l'eau, on sait que la capacité d'accueil d'un territoire, alors c'est pas dit comme ça dans le schéma de cohérence territoriale ou dans les discours qu'on entend à droite à gauche, mais la capacité d'accueil d'un territoire, c'est 3 choses. 1, il faut du foncier disponible. C'est pas compliqué, on n'en a plus. Ok? Et la zéro artificialisation nette précipite les tensions foncières. Moi, je serais vous, je jetterais des terrains. Y compris des terrains agricoles. Achetez des terrains, vous allez voir, à un moment donné, vous toucherez le gros lot. 2, la capacité d'accueil des territoires, elle dépend de l'emploi. Parce que notre économie, elle est consubstantiellement résidentielle. Ça veut dire que c'est le solde migratoire qui fait que finalement, on s'en sort. Parce que ceux qui viennent, ceux qui s'installent ici, ils consomment du foncier, ils consomment de l'aménagement, ils consomment des services, et ils consomment du commerce. Et c'est ça l'économie résidentielle. Mais ils ne viennent pas avec leur boulot. Et ici, il n'y a pas beaucoup de boulot. C'est la raison pour laquelle le taux de pauvreté est important et le taux de chômage également. En tout cas, très largement supérieur à la moyenne nationale. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième facteur, c'est l'eau. Le sud biterrois, aujourd'hui, c'est triple peine. Le sud biterrois, c'est pas d'eau, peu d'emplois, plus de foncier. Donc, vous avez raison, monsieur. Dans les zones où il y a concentration de la population, se pose la question de la ressource en eau. Alors, il y a des solutions toutes faites, hein. On va aller chercher du côté du barrage d'Avesnes pour alimenter le sud biterrois. Il est question d'une extension du Salagou. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est encore une fois faire confiance au progrès technique et penser que parce qu'on va tirer du tuyau, des tuyaux qui vont refuir, des tuyaux qui vont nous reposer des problèmes, qui vont nous coûter cher, on aura résolu le problème. Donc, sur le littoral, qui est un projet démonstrateur en tant que tel, il faut faire la démonstration qu'on peut faire la mission Racine à l'envers, qu'on peut désimperméabiliser où c'est possible, qu'on peut renaturer des espaces, qu'on peut accorder à la nature et à l'agriculture des espaces qu'on lui a pris pour pas cher, à vil prix. Il y a de ça 50, 60,
quand les zones commerciales se sont développées. J'ai fait une tribune dans le Midi Libre il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. La question, ça va être où construire et comment éviter le choc, que ce soit sur l'eau ou sur le foncier. On ne va pas taper dans les zones pavillonnaires. On ne va pas expliquer à Michael Delafosse qu'il faut densifier davantage encore les zones pavillonnaires. D'ailleurs, un nombre de promoteurs s'en charge. Il suffit de voir la route de Castelnau. Non. Et puis, le maire ne va pas aller embêter ses propres électeurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les zones commerciales. Sauf que les zones commerciales, les grandes enseignes, ils sont propriétaires. Et les quatre grandes zones commerciales de Montpellier rapportent à elles seules 1,8 milliard de chiffre d'affaires par an. Pourquoi? Parce qu'elles étaient jadis excentrées, elles étaient en périphérie, mais aujourd'hui, elles sont à proximité immédiate des navateurs. Migration, domicile, travail, tu t'arrêtes à Auchan ou à Leclerc. Et il n'y a pas eu d'effet Covid. Il n'y a pas eu d'effet Covid. L'effet Covid, ça nous a juste fait prendre conscience de l'intérêt d'une ceinture maraîchère et des circuits courts en agriculture. On a juste redécouvert les parcs et les jardins de Montpellier ou d'ailleurs. Et ça, c'est formidable. Mais c'est comme tout ce qui concerne l'eau, c'est éphémère, ça ne dure pas. Et donc, vous avez raison, il y a une vraie tension aujourd'hui. Les zones où sont concentrées les populations, ce n'est pas les zones où l'eau est la plus disponible. Et donc, il y a des enjeux qui sont à la croisée de l'aménagement du territoire et de la gouvernance de l'eau. Fabrice, Il y avait 2 questions. Alors, les 2 dernières, peut-être, on va les poser ensemble. Et puis, on en restera là pour ce soir. Il y aurait beaucoup à dire. Bonsoir, merci pour l'événement. Donc, je voulais savoir si aujourd'hui, on a déjà affaire à des conflits un peu entre les utilisateurs, entre, si je puis dire, les particuliers et puis les professionnels, donc les agriculteurs. Bonjour. Du coup, en Europe, vous avez dit que l'élevage et l'agriculture industrielle financée par la PAC a des conséquences sur les écosystèmes, sur l'eau, en termes de consommation excessive ou pour les pollutions. Quels sont les leviers et faire une transition vers une agroécologie? Alors, si la question est de savoir s'il y a déjà des guerres de l'eau qui portent pas encore ce nom, c'est-à-dire des conflits d'usage, la réponse est oui. Il y a des conflits d'usage très forts, précisément entre ville et campagne et entre les grands usagers. Mais c'est en fait, quand vous changez d'échelle, c'est tout de suite rendu compliqué. Je reprends l'exemple de la Dordogne. La Dordogne, elle est jalonnée de très grands barrages, de Bord-les-Orgues au grand barrage bergeracois. Et en fait, les barrages aujourd'hui, ils servent, tenez-vous bien, de climatiseurs à la rivière. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les barrages, on se retrouvait dans une situation où la température des eaux de surface serait tellement élevée que la truite disparaîtrait. C'est-à-dire qu'on a tellement modifié le système, on a tellement bougé toutes les variables qu'il faut composer avec les grands usagers. Et donc, il vaut mieux chercher à faire, comme l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne, une charte avec EDF, une sorte de charte de bon usage pour préserver les débits minimum, etc., plutôt que d'être dans la lutte, puisque finalement, ces luttes sont toujours stériles et finissent au tribunal, et donc mettre des années finalement à se solder avec des acteurs qui font faillite entre-temps ou qui disparaissent, etc. Donc, oui, il y a des conflits d'usage, et à l'évidence, ces conflits d'usage vont se multiplier, à l'évidence. À l'évidence. C'est pour ça qu'on risque d'avoir besoin non seulement d'une police de l'eau, mais d'avoir aussi besoin d'une participation citoyenne supplémentaire. Il ne s'agit pas de faire des citoyens des experts. Ça, c'est complètement démagogique. La gestion de l'eau, c'est tellement compliqué. Voilà, ce n'est pas en 3 ateliers post-it que vous allez devenir des acteurs clés de la gestion de l'eau. Par contre, si vous avez des choses à dire, alors il faut s'investir en effet dans le collège associatif et participer aux décisions qui sont prises dans les commissions locales de l'eau, parce qu'encore une fois, les décisions qui y sont prises ont une portée réglementaire, et ce, y compris pour les outils d'urbanisme,
comme le plan local intercommunal, le plan d'urbanisme local intercommunal ou le schéma de cohérence territoriale. Pour ce qui est de l'avènement de l'agroécologie, en fait, moi, j'ai l'impression que depuis la candidature de René Dumont en 1974 face à Giscard, on attend l'avènement de l'agroécologie. En fait, l'agroécologie, c'est comme la tarte au chocolat, tout le monde aime ça, mais il n'y a pas grand monde qu'on fait, quoi. Concernant les choix politiques de la façon dont l'argent est distribué en France dans le cadre de la PAC. Est-ce qu'il y a toujours distribué à l'hectare ou est-ce qu'il y a des obligations de résultats pour justement inciter à l'agroécologie? Alors, je vais vous répondre de deux façons et de façon succincte pour qu'on s'arrête là. Il y a un ouvrage extraordinaire de Jean-Christophe Bureau qui s'appelle « La politique agricole commune » aux éditions Repères. Il décortique la mécanique de la PAC. C'est en quelques pages. C'est génial. Et non, je ne vous rassurerai pas.